Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Lundi 23 février, mon nom est Martin Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre première de notre 4e saison. Eh bien oui, déjà une 4e saison pour le F1 Podcast. Et comme on en a l'habitude, on débute avec notre retour sur la pré-saison, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité de m'entendre en compagnie de nos collaborateurs discuter de ce qui a le plus retenu notre attention lors des 2 dernières semaines à Bahreïn. Et on commence maintenant. Il est maintenant temps d'aller rejoindre nos collaborateurs. Le premier, eh bien, vous aurez la chance de l'entendre tout au long de la saison dans nos épisodes du vendredi qu'on intitule Votre guide, comme par exemple le premier de la saison sera Votre guide Australie 2026. Il est le descripteur analyste des courses de Formule 1 et d'endurance pour la GTCQ.TV. Il est aussi un pilote pour nos amis de la team FSR. François Goulet, re-bienvenue au F1 Podcast pour une autre saison. Merci pour l'introduction, Martin. Très chaud à l'idée de reprendre cette saison avec beaucoup de nouveautés techniques, tout ça. Puis de le faire avec vous, les gars, ça va être très intéressant parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Hein? On en a parlé, donc on est encore un peu dans l'incertitude. Donc ça risque d'être une très bonne saison. Désolé pour le mute, j'avais monté mon micro pour tousser un petit brin. J'ai un chat dans la gorge. Donc ça se peut que ça se reproduise, mais je m'excuse d'avance si je le refais. Il n'y a pas de problème, on va tout faire disparaître ça au montage si j'ai le temps, Merveilleux. bien sûr. Et l'autre qui est avec nous aujourd'hui, l'autre collaborateur, vous le connaissez aussi puisqu'il était là la saison dernière et il sera là tous les lundis, du moins une grosse partie des lundis pour décortiquer les week-ends de course. Nous, on enregistre ça le dimanche normalement et dans le fond, c'est vraiment la même formule que vous connaissez déjà. Le vendredi, vers l'heure du souper ou pour le retour à la maison, on publie un épisode qui vous permet de on met la table pour le week-end au complet, donc vous êtes à jour, profitez pleinement de votre week-end de course. Et normalement, le lundi matin, avant même l'heure du lever au Québec, vous êtes capable de mettre la main sur notre nouvel épisode, qu'on fait un retour sur le week-end de course. Il est l'auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. C'est notre historien préféré ici au F1 Podcast, Simon Vachon. Re-bienvenue pour une autre saison avec nous. Hey, ça me fait grand plaisir, puis j'ai tellement hâte de commencer à décortiquer l'action en piste là, dans 2 semaines. Alors, honnêtement, là, je suis sur le bout de mon siège déjà. Puis en plus, François mettait le doigt dessus, tellement de nouveautés cette année, Oui. autant du côté technique, mais aussi on a un nouveau pilote. Moi, je peux déjà vous faire une première prédiction qu'Arvid Lindblad va être la recrue de l'année cette année. Wow. Ah ben attends, tu sais jamais avec Red Bull puis Racing Bull. Ouais, il n'y aura peut-être pas le temps d'être une recrue de l'année. Mais en tout cas, du moins, pour moi, il part partant dans mon livre. Si vous voulez me contredire, je vous invite à ça. Mais je pense que pour l'instant, mon pourcentage de réussir risque de tourner aux alentours de 100% tant qu'il sera la seule recrue cette année. Non, mais je veux dire, il y a quand même plein de choses à analyser. On peut dire d'une certaine façon qu'on repart à zéro. On l'a vu au cours des 2 dernières semaines, puis on peut même rajouter à ça la semaine qui a eu lieu à Barcelone. C'est pour ça qu'on s'est réunis aujourd'hui pour enregistrer cet épisode-là, qui est rendu un classique. On le fait à chaque année. Ça lance la saison. Retour sur les essais libres. Puis avant d'en venir à ça, il y a d'autres petites nouveautés au cours de l'année. Vous aurez la chance de les découvrir, bien sûr. On a gardé beaucoup de stabilité. On le voit aussi avec nos 2 collaborateurs qui vous êtes avec nous aujourd'hui. Petite nouveauté qu'on rajoute, c'est la question du jour. On l'a eu à quelques moments dans la saison, puis c'est un peu de ma faute. Je prenais jamais vraiment le temps de la mentionner dans les épisodes, donc c'était pas évident non plus pour les auditeurs d'embarquer là-dedans. Sur Spotify, il y a une section où on peut mettre la question avec le choix de réponse. Des fois, les gens la trouvaient pas. Donc, on va l'ajouter toutes les fois qu'on fait la publication de l'épisode sur Facebook. Il y a toujours, vous voyez la pochette de l'épisode, puis on dit lorsque c'est sorti avec un lien vers Spotify, puis vers les différents réseaux. Puis à ce moment-là, je vais toujours ajouter la question. Vous pourrez venir nous répondre à ça. Vous pouvez le faire à même Spotify, sur YouTube, ça va être dans la section commentaires. Donc, vous allez toujours pouvoir trouver ça. Et puis, on a
en plus d'ajouter du nouveau, on a un nouveau commanditaire qui s'est joint à nous cette année dans la famille du F1 Podcast qui va présenter cette question-là. Et c'est nos amis de chez Sona Viking qui sont en train de se bâtir là, tout un endroit pour faire découvrir leurs produits. On fait la distribution de produits canadiens dans le domaine du sauna, donc que ce soit pour les bois ou pour les poêles ou n'importe quoi que vous avez besoin relié à ça, on a des produits de qualité, des produits d'ici. Puis on est sur le bord de l'autoroute des Laurentides. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous, allez les visiter au 3895 plutôt sur la voie de service de l'autoroute des Laurentides. Je vous invite tout de suite à prendre des rendez-vous. Puis on va avoir vraiment une salle de démonstration. Il va y avoir des saunas à même la bâtisse que vous pouvez aller voir, aller essayer. Il va y avoir les bains vapeurs sur place. Donc, on est vraiment en train de recréer une ambiance spa pour que vous puissiez voir ce que vous pourriez recréer à la maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce qu'on a aussi des produits pour l'extérieur. Donc, eux vont présenter une question à chaque épisode. Donc, la question du jour présentée par Sona Viking. Et cette semaine, on vous demande de vous prononcer. Le champion du monde 2026 sera un pilote de l'écurie. Donc, on y va quand même facile pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite nommer un nom, mais vous êtes quand même capable d'identifier peut-être la couleur de l'uniforme ou la couleur de la voiture. Donc, dans quelle écurie vous pensez que peut-être un pilote part avec un parti pris pour devenir champion du monde. Les collaborateurs vont le faire aussi à la fin de l'épisode. Donc, restez avec nous. D'ici la fin de l'épisode, vous allez entendre la réponse de Simon Bachand, François Goulet et bien sûr la mienne sur qui on pense qui pourrait partir avec une certaine longueur d'avance pour avoir un champion du monde cette année. Ceux qui sont loin de partir avec une longueur d'avance, les gars, vous l'avez vu, on avait parlé la dernière fois à Barcelone, ça n'avait pas été facile. Ça s'est pas amélioré pour l'écurie verte Aston Martin. J'ai envie de commencer avec eux aujourd'hui. Ils sont arrivés en retard à Barcelone, puis j'ai l'impression qu'ils sont jamais vraiment arrivés non plus à Bahreïn. Si on regarde, la dernière fois qu'on a discuté ensemble, on avait complété que 66 tours. Maintenant, on est à 400 piles, 400 tours qui ont été complétés. On roule sur un rythme de 200 tours par semaine, par tranche de 3 jours. Pour donner un équivalent du côté de Red Bull, Max Verstappen était capable d'en faire environ 168 en une journée. Donc, du côté d'Aston Martin, on a besoin de 3 jours pour compléter le même nombre de tours qu'une écurie est capable d'en faire au cours de une journée. J'ai envie de commencer avec toi, Simon. La déception autour de Aston Martin, est-ce qu'elle est aussi grande que ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux? Est-ce que les gens partent un peu en peur quand on voit Stroll être obligé de garer sa voiture sur le côté de la piste? Le lendemain, les premières images qu'on a, c'est une Aston Martin qui est arrêtée sur le côté de la piste. Puis là, c'est rendu autour de Fernando Alonso. On se rappelle le syndrome post-traumatique qu'Alonso avait de Honda, qui est probablement en train de revivre dans sa tête. De ton côté, est-ce qu'on a raison de paniquer? Puis crois-tu encore en les chances d'Aston Martin en 2026 ou on peut déjà dire, après 3 rendez-vous d'essai pré-saison, que c'est déjà terminé pour eux? OK. Est-ce que j'ai encore confiance à Aston Martin pour 2026 pour avoir une voiture compétitive? Plus tard en saison, je n'ai pas jeté l'éponge. Je pense que les saisons sont tellement longues, puis on a vu ce que Red Bull a fait l'année dernière. En dernière partie de saison, on s'est vraiment relevé. Alors, c'est pas impossible que quelque chose comme ça se produise pour Aston Martin. Je ne l'efface pas. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la déception la plus intense? Absolument. Après tout le bruit qu'on a fait autour des embauches, puis des réorganisations, puis c'était l'équipe qui montait à Aston Martin. On avait tout aligné pour être prêt début de saison 2026. On n'était pas performant en 2024, puis en 2025, on se disait, c'est pas grave, on s'enligne sur 2026. On a embauché Adrian Newey, on a embauché Enrique Cardile, on a embauché plein d'autres gens. Quand ça n'a pas fait l'affaire, on les a déplacés. Là, à un moment donné, il faut performer. Puis le temps, c'est maintenant. Puis je suis bien conscient que c'est probablement en grande partie à cause de Honda qui n'est pas prête. Mais reste qu'on a quand même pris la décision d'aller avec Honda. Puis on verra dans le futur si c'est la bonne ou non, parce qu'il y a quand même des gros avantages qu'il ne faut pas négliger à travailler directement avec un motoriste. Hein, parce que si on regarde les autres essais, les écuries qui performent bien, c'est souvent celles qui travaillent directement ou qui font les moteurs elles-mêmes. Donc, il y a quand même un gros plus. Mais aujourd'hui, on n'est pas à niveau. Puis moi, je comptais sur Aston pour venir menacer et peut-être même s'intégrer dans le top 4. Puis là, on n'est pas là du tout. On se demande s'ils vont se rendre au 20e tour du Grand Prix d'Australie. Alors, pour ce qui est du début de saison, oui, tout ce que vous lisez, le négatif, c'est totalement justifié, c'est légitime. Par contre, pour la fin de la saison,
j'ose croire qu'on va s'améliorer de beaucoup et qu'on va trouver le moyen de leur donner une voiture performante, surtout à Fernando Alonso. Avant d'aller avec toi, François, puis de te demander ton opinion sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant d'Aston Martin, Simon a touché un point qui rejoignait un commentaire d'un de nos auditeurs que vous connaissez bien d'ailleurs, Sylvain Poliquin, qui demandait, je n'ai jamais compris pourquoi qu'on a laissé tomber, pourquoi qu'on abandonne Mercedes, surtout que Aston utilise dans ses voitures de route. Puis je pense que Simon, tu touchais un peu là-dedans, les avantages de devenir une écurie d'usine, c'est que ça donne beaucoup de liberté puis beaucoup de latitude. En allant chercher un gars comme Andy Cowell qui était capable, on pensait, au moment de venir intégrer un groupe motopropulseur à une voiture avec un design fait par Adrian Newey, ben, ça venait enlever toutes les contraintes que Red Bull a eues par le passé. Vous en rappelez sûrement avec Renault, que c'était toujours, on était pris à la gorge d'un côté ou de l'autre. Là, on peut vraiment tout dessiner nous-mêmes. Si on décide qu'une pompe à l'eau sur un moteur et une connexion pour une batterie ou quoi que ce soit, on veut l'avoir à gauche, on veut l'avoir en dessous, on veut l'avoir en bas, bien, on peut avoir toute cette latitude-là lorsque le dessinateur vient pour préparer sa voiture. Si on veut faire notre propre boîte de transmission, comme Adrian Newey avait demandé à Honda d'avoir une boîte de transmission plus petite qui servait à mieux équilibrer l'arrière de la voiture, bien, on a tout ça qui s'ouvre à nous. C'est de là le rêve de Lawrence Stroll de dire on va larguer Mercedes, puis on va être capable de faire notre propre suspension, notre propre boîte de vitesse, notre propre groupe motopropulseur. Le dire et le faire, c'est un autre paire de manches. Puis là, on est rendu dans le concret du côté de Aston Martin. Puis François, tu vas te rappeler, on en a parlé cette année au podcast, que aussitôt qu'on avait commencé à accomplir, à construire notre boîte de vitesse, on avait déjà levé la main du côté d'Aston Martin pour dire, ben là, c'est bien trop compliqué. Ça devrait être des pièces qui sont fournies par la F1. Ça devrait être standard, ça coûte cher, puis tout ça. Puis je t'avais dit, ça sent pas bon parce que on vient de se lancer dans cette partie-là, puis on lève déjà la main pour dire que, ouais, c'est un peu trop dur si on n'aime pas les règlements, on aimerait ça changer les règles du jeu. Ton côté, François, on ferme la parenthèse que je voulais juste avec le commentaire de notre auditeur. Mais de ton côté, toi, est-ce que tu es complètement découragé? Est-ce que tu penses que Aston, oui, c'est bien en dessous des attentes, mais pense qu'on peut se relever? On doit déjà lancer la saison 2026 puis penser à 2027. Ben, s'il y a une équipe qui peut se relever, c'est bien eux parce qu'ils ont les éléments. On en a parlé toute l'année dernière, les pions sont en place, sauf que, comme Simon l'a dit, on ne peut qu'être déçu parce qu'on s'attendait à mieux. Ils ont sacrifié la saison dernière. Ils ont tous les pions en place et clairement, là, on parle de potentiellement la pire équipe au départ. Là. On parle même pas il serait plus lent que Cadillac, là, selon ce qu'on sait. Donc, est-ce que je lance la serviette? Non, parce que c'est l'équipe qui a le meilleur potentiel d'amélioration, si on regarde ça d'un œil objectif. Maintenant, ce que tu as parlé, l'histoire là, de lever la main et de dire hey, pourquoi c'est pas des pièces fournies, ben, les autres ont mieux fait leur devoir. Là. Donc, emboîtez le pas. Là, je trouve ça un peu étonnant que ça vienne de leur part parce que ils ont les cerveaux pour pouvoir créer tout type d'outils mécaniques ou d'aérodynamiques. Donc, honnêtement, Aston Martin, moi, je suis très déçu d'en être là à ce stade-ci de l'année. Je m'attendais à ce que, justement, tu avais décrit, c'était pas un avion de chasse mélangé avec une Batmobile. Je m'attendais à ce qu'il y ait de quoi de concret avec cette voiture-là, qui est très belle au look, mais qui ne livre pas à marchandise pour l'instant. Et oui, on pointe du doigt Honda. Et c'est facile maintenant que ça ne fonctionne pas avec Honda de revenir et dire ah, les années avec McLaren, que ça a vraiment été mauvais, Alonso, il va revivre la même chose. Mais faire confiance à Honda, c'est pas non plus, c'est pas une mauvaise chose parce que Red Bull l'a fait, confiance à Honda, et ils ont fini par aller chercher des championnats. Donc, c'est toujours un pari hein, quelque part. Et puis, écoute, ils vont finir par trouver une solution. Là, je peux pas croire. Là. Donc, je jette pas la serviette, mais je suis déçu là, en ce début d'année qu'on en soit là parce que moi aussi, je m'attendais à ce qu'il soit là dans le top 5. Quand on regarde la voiture, puis tu faisais référence à ça, le commentaire, c'est vrai que on voit les lignes que A.J. Newey, toujours inspiré par les avions de guerre, les avions de chasse. En plus, moi, je parlais du modèle noir là, qu'on avait présenté à Barcelone. Ça avait l'air d'une genre de Batmobile. Par exemple, le problème, c'est que là, oui, on met Aston là-dedans parce que c'est un partenariat. Aston,
fait le groupe motopropulseur en coopération avec Honda. Honda a eu de la misère à embaucher du monde, aller rechercher ce qu'on avait du côté de quand on développait un moteur avec Red Bull puis toutes ces choses-là. Donc, c'est toutes les contraintes. Mais là, on parle on n'avait pas assez de pièces. Donc, ça veut dire que la fiabilité, on est obligé d'en remplacer beaucoup, là. J'ose croire que c'est pas seulement à cause que on n'en avait pas prévu assez. Je pense qu'on en a utilisé beaucoup plus que prévu. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un communiqué dans les dernières journées pour dire, Honda dit, c'est nous qui demandons à Aston de faire moins de tours parce qu'on ne peut plus fournir des pièces. Déjà là, c'est une première problématique. Après ça, il y a eu les histoires comme quoi que le moteur était pas capable d'atteindre un RPM aussi haut que les autres. Ça peut être tactique aussi. Il y a des décisions qui peuvent être prises de dire, nous, on va changer un peu notre façon, le régime du moteur. Puis après ça, on entendait, il y a des problèmes de chaleur. Mais si on fonctionne avec un régime plus bas, des fois, on va venir aussi faire travailler un peu plus les soupapes, un peu plus les valves. On peut conserver plus de chaleur à même le moteur. Donc, ça ne veut pas dire que c'est tous des problèmes, mais c'est peut-être une stratégie, une ligne de développement qu'on a pensé qui serait bonne, parce qu'on sait, Honda est habitué de penser à l'extérieur de la boîte. On l'a vu avec le moteur 16-0 qu'on appelait le petit moteur qui développait beaucoup de puissance, mais qui permettait justement de le positionner ailleurs sur une voiture. Donc, on va souvent aller redéfinir un peu ce qu'on pense, être très agressif dans nos courbes de développement. Et là, on s'est peut-être brûlé. Là. C'est pas pour faire un mauvais jeu de mots avec les problèmes de température qu'on a eu, là, mais c'est peut-être là la problématique. On a été trop agressif du côté d'Honda. Là, on met ça un peu sur le dos de Aston Martin parce que c'est par le fait même, ils sont ensemble. Sauf qu'on n'a pas assez de tours, on n'est pas capable de développer. Puis, pour répondre aux gens, là, quand on voyait la courbe, là, vous avez vu le tableau qui disait les vitesses de pointe là, qui ont été atteintes. Là. Puis on regardait justement le Red Bull, Ford était capable d'atteindre 344 km/h. Puis on parlait d'un différentiel, d'un déficit d'environ 20 km/h, même plus du côté du moteur Honda. Là, il y a des gens qui écrivaient dans les commentaires, puis on veut pas tout dévoiler notre jeu, on veut pas tout montrer. Puis je fais le lien avec l'aéro là, que tu parlais tantôt, François, que moi je disais que ça valait d'une Batmobile. On ne se rend pas service dans les écuries. Quand on roule moins vite, là, 20 km/h de différence, tu ne peux pas maximiser le stress sur ta suspension. Tu ne peux pas faire comprendre l'écoulement d'air sur la voiture et toutes ces choses-là. Donc, 4 km/h, 6 km/h de différence ou même 10. Même 10, ça peut jouer des tours, mais comme Mercedes, Ferrari faisait, on peut dire, on met le moteur, on l'active un peu, on demande moins de puissance. Mais 20 km/h, là, je peux vous assurer là, qu'il n'y a personne qui fait exprès d'avoir l'air 20 km/h moins rapide. Parce que, c'est pas bon pour justement faire tes tests, accumuler des données. C'est certainement pas bon pour tes commanditaires. De ton côté, toi, Simon, tu as vu ça un peu comment, là, tout l'ensemble Honda? Est-ce qu'on lance trop la pierre à Aston Martin? Puis pour l'instant, on n'a même pas eu la chance de voir le concept d'Adrian Newey parce qu'on n'a pas de puissance. On n'est pas capable on n'est même pas capable de compléter des tours. Ben, c'est ça, on roule pas assez. On n'est pas capable de savoir si le châssis de la Aston Martin il est vraiment performant ou s'il est au milieu de peloton ou s'il est à la toute fin. Et j'espère qu'on ne passera pas l'année à revivre la période où Red Bull était avec le moteur Renault. Et là, Renault avait beaucoup de misère début des 2015-2014, dans ce coin-là, là, quand Mercedes a commencé à dominer. Et puis là, Red Bull disait constamment, c'est le motoriste, Renault ne nous fournit pas un bon moteur, sinon on dominerait. J'espère vraiment qu'on ne retournera pas dans cette logique-là parce que c'est une spirale négative. Et c'est pas de même que tu vas bâtir une voiture capable de l'emporter. Donc pour le moment, moi j'adhère pas mal à ce que j'entends, là, c'est que Honda empêche de tester la voiture Aston Martin parce qu'ils sont trop en arrière, ils ont trop de travail à faire, puis on n'est même pas capable de voir si la voiture fonctionne bien. Le moteur, malheureusement, ne permet pas d'aller à fond, puis il ne permet pas de rouler longtemps. On n'a pas fait, je pense, une pratique de Grand Prix au complet. Là. Donc, puis en plus, vendredi, quand tout le monde en faisait, on a fait 6 tours. On a dit, désolé, là, il y a trop de danger, il nous reste juste une batterie. Donc, on a demandé à Aston d'arrêter de rouler, puis on est parti de Bahreïn. Il y a quelque chose qui... On est vraiment en retard. Là. Ouais, puis on est très lent. Quand on y va en piste, on est très, très lent. Là. C'est des grosses différences. Mais inquiétez-vous pas,
Marc-Antoine Garand a proposé une solution dans les commentaires sur notre page. Il dit qu'il va vendre sa Honda Civic en guise de protestation. Alors, c'est avec des petits moyens de pression comme ça que peut-être qu'on va faire bouger les choses puis replacer notre saison du côté de Aston Martin. J'ai bien ri quand j'ai vu ça. Merci, hein. Ouais, merci à Marc-Antoine Garand. Donc, il va s'acheter une Mercedes ou une Ferrari? Ouais. C'est ça qu'on va savoir. Ah ben à suivre. On va suivre ça au cours de la saison, OK. le changement de la Honda Civic. En parlant de pas vite, là, puis je parle pas de Marc-Antoine, là, parce que Marc-Antoine, faut que je fasse attention quand je fais Ouais, des liens comme watch ça. toi, là. Il y en a c'est ça qui vont faire des mauvais liens. Mais ce que je voulais dire, en parlant de pas vite, bien sûr, Cadillac. Ça a vraiment pas été facile. J'ai envie de vous parler tout d'abord de la livrée parce qu'on sait pas, on n'en a pas discuté depuis ce temps-là. Je sais que ton côté, Simon, j'ai vu dans les commentaires passer que tu l'as trouvé très belle. De ton côté, Oui. François, déçu de la Cadillac, toi, François, ou tu l'as trouvé belle, la livrée? Écoute, mon père l'a trouvé laide. Ah oui, j'ai Mais vu. ouais, J'ai vu les mais commentaires. là, Ouais, j'étais ouais. comme, oups, je suis en désaccord avec lui, désolé, papa. En fait, non, je la trouve super belle. Puis là, j'ai regardé toutes les voitures de profil. euh, là, tantôt, avant d'arriver, et je la trouve encore plus belle de côté. Je Oui. trouve que les couleurs s'agencent bien. Il y a un beau dégradé. Et là, je voyais la Audi à côté, puis on dirait vraiment deux voitures collées ensemble. Mhm. Là, je dis, il n'y Ouais. a personne qui. Audi nous a pas écoutés, hein, ils n'ont pas pensé faire un petit dégradé là, pour adoucir le mélange. Donc, oui, je l'aime, la Cadillac. Je trouve que c'est une belle livrée. Puis, j'imagine que tu arrivais bientôt avec leur performance. Donc, on va pouvoir Ouais, développer ça là-dessus. Mais c'est. j'aime le look. Là. À On, date, là, chapeau. Je sais pas, on va peut-être avoir le temps de l'analyser, mais d'abord, on la verra pas souvent à TV, là, si ça continue comme ça. Moi, je regardais, ce que j'aime dans les livrées, c'est quand on a des petits détails, hein, des petites cachettes, des petites choses. Puis j'avais pas remarqué que la raison pourquoi on a du noir, du blanc, du gris, c'est toutes les teintes du logo du logo Cadillac. Plutôt, quand on le Mhm. regarde d'en haut, c'est le dégradé, ce qu'on a voulu faire. On a mis du chrome parce que Cadillac puis chrome, ça va ensemble. Puis je sais pas si tu as eu la chance de voir la livrée de Formule 2 de Colton Herta qui est encore, je pense, encore plus belle que la livrée de Formule 1, qui est très semblable, mais on dirait que ça se prête encore mieux sur la Formule 2. Mais Simon la trouve très belle. Moi, je commence Oui. à l'apprivoiser. Je sais que toi, François, tu viens de dire que ton père t'a peut-être aidé à te convaincre ou l'a vu de côté. Mais si on regarde les tours, on avait fait 164 tours la dernière fois qu'on s'est parlé. Maintenant, on est rendu à 750. Autant que la déception pour bien des gens, c'est Aston Martin. Moi, j'avais mes réserves avec Honda, avec ce qu'on avait entendu, la bisbille avec Andy Cowell, puis tout ça. Donc, ma déception, moi, jusqu'à maintenant, en essai, c'est Cadillac. On avait simplement à faire une voiture. On le sait depuis longtemps qu'on travaillait pour arriver en F1, même si on n'avait pas trop le droit de travailler des concepts. On a juste besoin d'intégrer le moteur Ferrari. Je sais que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais je trouve qu'on a eu beaucoup de problèmes en piste. On est extrêmement lent, là. Tellement lent, là, que j'ai envie de vous dire, là, est-ce qu'on peut vraiment dire que Valtteri Bottas et Sergio Perez sont de retour en Formule 1? Parce que pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'avoir eu une Formule 1 entre les mains encore depuis le début des essais. La règle du 107%, Ouais. là, OK, que pour Mhm. familiariser les gens avec ça, là, la règle là, qui stipule qu'un pilote doit enregistrer un temps à moins de 107% que le tour le plus rapide réalisé en Q1. Mhm. Mêlez ça, là, le tour le plus rapide de Q1, admettons là, qu'on le prend pour acquis, c'est 1:31 que Leclerc a fait le tour le plus rapide pendant tous les essais. Donc, on peut pas, présentement, là, Sergio Perez, là, la dernière journée, là, pas la première journée à Barcelone, là, la dernière journée des essais, le temps que Sergio Perez a fait son meilleur temps de la journée, il faudrait qu'il demande une permission pour participer à la course parce qu'il pourrait pas, il est pas dans le 107% vis-à-vis Charles Leclerc. Mhm. Simon, quand je te dis ça, c'est quasiment incroyable de penser qu'on est en 2026, puis on va revenir à, tu sais, comme je l'ai dit, je veux pas faire de l'âge, je veux pas de vieillir, mais t'as connu, toi, l'époque où il y avait des voitures qui se faisaient disqualifier avant même que la fin de semaine commence, là. Ah, les préqualifications, oui. C'est J'en ai ça. même déjà vu à Montréal. Puis c'est peut-être là où je partage pas ton avis parce que moi, j'ai tendance à comparer Cadillac avec toute la flopée de petites équipes puis d'écuries que j'ai vu arriver. Puis même, j'ai essayé de ne pas retourner trop loin dans le temps. Mais tu sais, si on se rappelle ce que Haas a fait à son arrivée, pour moi, je trouve que Cadillac se débrouille quand même bien. Puis je suis conscient de ce que tu dis pour 107%. Puis c'est vrai qu'à mon avis, on part 21 et 22 en Australie. Parce qu'ils vont effectivement leur donner la permission de courir. Là. Ils ne seront pas 10 secondes en retard quand même. Mais par rapport à ce que j'ai vu comme des petites écuries arriver, Manor, Pacific, Spiker, tu sais, je pourrais vous en nommer, Mhm. là.
Cadillac, c'est bien plus sérieux que ça, là. Puis juste la livrée en dit beaucoup parce que d'habitude, c'était comme une flopée de commanditaires ou des marques Oui. européennes obscures que personne ne connaît ici, alors que là, ils n'ont pas ce trouble-là. Tu sens que quand même c'est un projet qui repose sur des assises sérieuses, qui sont là pour longtemps, ils sont là pour rester. Donc moi, est-ce qu'ils vont être performants? Non. S'ils passent devant les Aston Martin en Australie, c'est parce qu'Aston va avoir abandonné. Je pense quand même que les Aston vont être plus rapides sur un tour. Mais pour moi, Cadillac est là où je m'attendais à ce qu'il soit. Donc, je suis pas si inquiet que ça, moi. Les morceaux qui ont revolé en piste, Perez qui a de la Ouais, misère bien à sûr, mais ça arrive à d'autres équipes Oh aussi, oui, là. Az, l'année passée, a perdu un capot moteur. Là. Ça aussi, il faut le faire. Là. Mais je veux dire, c'est plein de petits détails comme ça. Puis je me dis, on devrait pas. Puis pendant ce temps-là, on voit le moteur Ferrari qui performe très bien dans les autres voitures. Az était capable d'accumuler les tours. Ferrari était capable d'accumuler les tours. Fait que pour toi, tu penses que je suis un peu trop sévère. Il faut quand même se rappeler que malgré qu'on a un gros nom derrière ça, qu'on a des pilotes connus, ça reste que faudrait les traiter vraiment comme une nouvelle écurie qui part à zéro. Même si on a eu un projet avec Andretti qui a travaillé longtemps là-dessus, on a eu Ben, les modèles, puis toutes ces choses-là, on n'oublie pas que c'est une nouvelle écurie. exactement. OK. C'est en plein ça. Même si c'est un gros constructeur, ça reste qu'ils ont eu un an pour bâtir une écurie de Formule 1. Si on avait donné le go plus tôt, il y aurait probablement eu plus de temps. Donc, Mhm. il aurait probablement mieux performé. Moi, je suis loin là, du scénario catastrophe, comme je vous disais, des Pacific Grand Prix puis des Spikers qui étaient là pour ramasser le chèque, là, comme on dit. Là. Ouais. J'aurais Alors, aimé en voir là, plus la dernière journée. Je te dirais que la dernière journée m'a laissé ouais, mon appétit. Tu sais, de voir 4 secondes, je pense que c'est Bottas encore, là. Je sais qu'on ouais, n'avait pas, mais je sais qu'on a pris la gomme C1, là. On était dans la gomme la plus dure. ouais, puis Leclerc, Ouais. lui, il était sur la C4 là, C'est quand il a ça. fait son meilleur temps. Mais, normalement, tu changes de, t'es pas supposé gagner 8 secondes ni 4 secondes, ça. Non, c'est C'est ça. ça. C'est ça qui est trop gros encore. Ton côté, François, Mais, est-ce mais que, laisse ouais, aller aussi, tu sais, à mesure que les Grands Prix, puis qu'ils vont courir des Grands ouais. Prix, je pense que tu vas voir cet écart-là, ils vont devenir de plus en plus sérieux, là. Puis là, c'est Laisse le ça. temps un peu. C'est de voir, tu sais, si on s'est planté complètement sur notre concept jour 1, c'est de voir qu'est-ce qu'on va avoir peut-être à Miami, en Chine. Tu sais, les Exact, c'est ça. améliorations sur la voiture. Si on n'emmène rien de bon, ben là, on se posera des questions. Ah ben là, Ton ouais. côté, François, est-ce que tu veux tempérer les attentes un peu comme Simon fait, puis de façon très réaliste, je pense qu'il a fait ça, là? Oui, ben oui, je tiens à les tempérer parce que Cadillac, comme Simon l'a évoqué, c'est un projet qui est sérieux. D'ailleurs, dans la F1 moderne qu'on a, au prix que ça coûte, là, Mhm. je pense plus ça existera plus des écuries non sérieuses, là. Non, c'est Donc, vrai. c'est sûr que faut prendre Cadillac un peu comme une équipe d'expansion de la Ligue nationale de hockey ou de la NBA. Ils sont allés chercher, ben, c'est un peu de même que je le vois. Ouais, ouais, non, c'est Ils vont vrai. chercher quand même des cerveaux, des gens compétents, mais ils n'auront peut-être pas les meilleurs non plus parce qu'ils sont déjà bien placés dans des écuries bien établies. Donc, c'est de même, je le vois. Pour ce qui est de la règle du 107 je trouve ça drôle justement que tu en parles parce que je l'entends. Je l'entends depuis des semaines. On parle de Cadillac et de cette règle-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de la règle des 107. On la connaît, sauf que Logan là, les Sargent, équipes, la dernière c'est fois. ça. Ben, Puis Nick vais. DeVries, ouais. C'est ça, je vais me réimplanter là-dedans parce que je me rappelais pas de la dernière fois qu'un pilote a été refusé là, dans une course pour la règle du 107. Ça remonte à 2012. Oh, Il y avait Pedro de la Rosa et Naren Kartikeyan là, pour le HRT. Puis Cucumber in the Road. c'est ça. Donc les derniers pilotes depuis 2000, mettons 12 et 13 en montant ont tous eu cette fameuse permission spéciale de participer. Donc, je pense pas qu'ils vont empêcher Cadillac de participer là, mais à la course à cause de la règle du 107 mais elle est quand même évoquée. Puis je me dis, tiens, est-ce qu'elle existe encore, cette règle-là? Oui, mais finalement, je pense en même temps au prix que ça coûte pour rentrer en F1, ils n'empêcheront pas là, une écurie de courir, là, surtout que c'est du sérieux maintenant. Puis Cadillac, ben, écoute, encore comme Simon l'a dit, là, c'est pas alarmant. Ils vont prendre des galons, ils vont prendre de la vitesse et surtout de l'expérience, parce que c'est une équipe qui est neuve. Puis ils ont quand même, tu sais, ils ont des pilotes d'expérience qui sont passés par là avec, ils ont des victoires. Mhm. Donc j'ai l'impression aussi qu'on va avoir une amélioration de leur part. Puis c'est ça. On s'attendait pas à ce qu'ils soient au-dessus de tout ça. Donc regardons-les, peut-être améliorer un peu et essayer de se détacher du fond de peloton, là, tranquillement. Maintenant qu'on a réglé les dossiers de peut-être
ceux qui ont le moins bien performé. Là. Je Mhm. pense pas me tromper en disant ça en Aston Martin et Cadillac. Si vous en avez d'autres, on pourra les rajouter à ça. Mais d'intégrer notre fameux segment trajectoire technique présenté par nos amis services d'outils FGL, qui sont une compagnie de troisième génération. Maintenant, Nicolas Larose, qui a repris la relève de sa mère, qui avait repris la relève de son père. Donc, c'est une entreprise entièrement québécoise qui sont à Laval, qui vous offre les lignes de produits premium comme Makita, DeWalt, Milwaukee et plusieurs autres marques. Ils réparent aussi vos outils. Donc, à la place d'envoyer ça à la poubelle, des fois, il y a des solutions pour ça. Donc, je vous invite à communiquer avec les services d'outils FGL. Ils sont dans le parc industriel à Laval. Donc, vous pourrez vous faire aider avec vos outils si vous en avez besoin, des remplacer ou même de faire réparer ceux que vous avez déjà. Donc, trajectoire technique, il y a plusieurs. C'est François, là, je reprends ce que tu me disais, qu'on va être, Mhm. on va être occupé cette année avec ça. Je vais avoir du pain sur la planche constamment à vous emmener toutes les nouvelles évolutions. On part aussi dans différentes trajectoires. Ça, je trouve ça super le fun parce que avant, on avait peut-être un gros concept. À la fin, là, dans les faits seuls, tout le monde copie un peu ce que Red Bull avait fait avec raison. Mhm. Là, du début de ce concept-là, on voit qu'on a beaucoup plus de latitude chez les créateurs. Donc, on peut aller vers des nouvelles technologies, des nouvelles évolutions. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que finalement, ça va tout finir qu'on va vouloir se copier et avoir un seul modèle d'ici 3-4 ans? Peut-être. Des fois, la force des choses fait ça. Mais pour l'instant, au premier coup d'œil, on voit qu'il semble avoir beaucoup plus de lignes directes, de nouvelles lignes qu'on peut aller, différentes alternatives qu'on peut prendre. Et avant d'en arriver là, ben, je voulais parler des commentaires qu'on a entendus sur la nouvelle technologie. C'est pas super beau, surtout lorsque tu as Max Verstappen qui sort, qui dit, dès le début, par rapport au nouveau moteur, une Formule E sur stéroïdes. Ça, je trouve pas ça si négatif que ça. C'est pour ça que je l'ai mis en premier, mais quand même. C'est quand même un gars qui a gagné 4 titres dans les dernières années. Ensuite, tu as Fernando Alonso qui dit, dans le virage 10 et 12, je dois tellement ralentir pour économiser de l'énergie de ma batterie et être capable de performer dans la ligne droite, que je pourrais donner le volant au chef de l'écurie puis il serait capable de piloter la voiture. Là. Il dit, je pourrais donner ça, puis quand on parle du chef, là, c'est le cuisinier dans la cuisine. Je pourrais lui donner la voiture, puis c'est capable de la piloter parce que je lève le pied, puis je viens céder à peu près 60 km/h de vitesse. Il dit, quand tu es à 260 dans le virage 10 et 12, ça demande du pilotage, ça demande du talent, ça demande de la précision. Si tu fais juste le prendre à 200, n'importe qui peut faire ça, même le cuisinier dans la cuisine. Donc lui, pas d'accord avec la nouvelle technologie. Tu as Lewis Hamilton qui dit, ben, on a l'air des GP2. Le point en commun qu'on fait avec ces gars-là, puis vous l'avez déjà fait, Verstappen, 4 titres. Alonso, 2 titres. Lewis Hamilton, 7 titres. Je me rappelle, la saison dernière, on a eu une discussion sur les champions du monde sur la grille qui critiquent les pneus de pluie. Que la FIA les écoute pas, Pirelli les écoute pas vraiment. Là, on a encore 3 gars qui sont les images de ton sport, qui sont ceux qui ont capturé des titres, qui sont contre la motorisation, puis on continue d'aller là. Est-ce qu'on ne devrait pas mieux écouter nos pilotes, mieux écouter notre vie? Parce que là, les gens vont dire, ben, c'est pas une bonne image pour le sport, puis je suis d'accord avec ça. La saison n'est même pas commencée. Les gars qui sont en charge de vendre ton sport, bien sûr, normalement, c'est en piste et non par leurs commentaires, mais sont déjà en train de faire un peu un œil au beurre noir, là, avant que ça commence. Ton côté, François, trouves-tu que c'est quelque chose qui manque, ça, la communication, de discuter avec les pilotes, puis de voir ce qu'eux autres aiment, puis ce qu'eux autres voudraient? Je sais que si on se fiait juste à eux, on serait encore avec des V10, là, probablement, puis on serait bien content. Mais tu trouves pas que c'est un peu un manque, des fois, dans des côtés techniques comme ça, qu'on consulte pas assez nos vedettes? Ouais, je trouve juste ça désolant qu'on le fasse pas, mais je comprends l'idée derrière parce que c'est les manufacturiers, motoristes, propriétaires d'équipe, peu importe, eux autres, ils ont un agenda et c'est pas nécessairement le même agenda que le pilote et ce qu'il veut. Je pense que n'importe quel pilote de la grille de F1 aimerait se retourner avec des V10, puis mais eux, ce qu'ils veulent, c'est intégrer la technologie et mettons, l'apporter aussi. Certains motoristes veulent l'apporter, ou manufacturiers veulent l'apporter sur leur voiture de rue, développer des nouvelles technologies. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'ils s'enlignent, mais c'est sûr que si tes ambassadeurs n'aiment pas les voitures qu'ils conduisent, ça fait pas une bonne pub, en revanche, pour justement ta marque de commerce, peu importe laquelle elle est. Donc, je pense qu'à quelque part, oui, je préférais qu'il y ait une meilleure communication ou au moins une écoute.
sais, une écoute de la part, OK, bon, Ouais. on le fait de telle façon, c'est peut-être pas à 100% correct. On pourrait écouter les pilotes justement pour peut-être faire un compromis entre deux choses. Quand Verstappen dit que c'est une Formule E sous stéroïde, c'est sûr que là, on s'en va vers une gestion de course qui est beaucoup plus compliquée de ce que j'ai cru comprendre qu'elle ne l'a jamais été. Mhm. Puis je pense que ça vient, cette gestion de course-là, au détriment du spectacle. Parce que l'époque où le spectacle était le meilleur en F1, c'est lorsque les pilotes n'avaient qu'une chose à faire, c'était conduire leur voiture et non pas gérer on va dire l'accumulation de la recharge électrique, les 1001 boutons qu'ils ont sur leur volant. On est loin de là, là. Donc, j'ai l'impression que ça va affecter le spectacle plus et que ça rend la Formule 1 peut-être un petit peu trop compliquée, là. Ton côté, Simon, est-ce qu'on devrait mieux essayer de créer des compromis, avoir une meilleure communication avec le visage de notre sport? Moi, je vois un lien entre les trois personnes que tu as nommées. Oui, c'est les visages principaux, mais c'est tous des gars qui ont déjà gagné. Et à quelque part, même pour Verstappen, on se demande s'il fait pas un peu partie de la génération, tu sais, du passé. Tu en as d'autres comme Mhm. Lando Norris puis George Russell qui ont été très positifs, Oui. probablement plus corporate, mais que tu sentais qu'eux autres, ils avaient faim, là, ils avaient envie de relever ce défi-là si ça peut les mener au titre mondial. Donc, tu sais, ceux qui ont déjà gagné, s'ils ont moins d'appétit, c'est plate à dire, mais on va le savoir assez vite. Alors, tu sais, oui, on pourrait les questionner davantage puis tenir davantage compte de leur avis, mais ils n'ont pas toujours raison, les pilotes. Moi, je vais attendre 5, 6 grands prix là, avant de bien juger ces nouvelles règles-là. Parce que c'est pas toutes les courses de l'année passée qui étaient bien intéressantes. On a eu une bonne course au championnat, mais les courses en tant que telles, oui, ils étaient bonnes, là. Mais tu sais, on aurait pu se dépasser plus et tout. Fait que je vais attendre de voir. Moi, je ne vais pas condamner les nouveaux règlements du tout, du tout. Je vais me laisser une période de repos. Puis, en quelque part, tu ne peux pas non plus que te fier aux pilotes puis aux meilleurs parce que ces gens-là sont des bêtes égoïstes, là. Ils pensent à eux. Et ils vont te donner une flopée de recommandations dans la perspective de que ce soit plus facile pour eux de gagner puis qu'il y ait plus de plaisir. Mais est-ce que la personne qui paie le gros prix dans les estrades ou qui regarde ça à la télévision est le meilleur spectacle? C'est pas certain. Alors, tu sais, je suis comme vous, les gars, là, j'ai des inquiétudes. Je veux pas que ce soit des gestionnaires. Mhm. Par contre, tu sais, si à la fin, on se dépasse plus, ben moi, ça se peut que j'aime mieux ça. Alors, Ça, oui. attendons de voir, à mon avis. Ben moi, j'ai quelque chose qui me revient constamment, puis c'est une phrase que toi, tu m'avais dit, puis c'est quelque chose un peu qui vient, on dirait un peu soulager tout ce qu'on peut entendre de négatif depuis le début de la saison. C'est, moi, je n'étais pas content que dire on va aller plus vite en ligne droite avec les nouvelles technologies, mais on va venir enlever de la vitesse en virage. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir une Formule 1 tourner puis disputer des virages à haute Mhm. vitesse. Puis Avec là, de la Simon, tenue de tu route. m'avais dit, pardon? Avec de la tenue de route. Avec la tenue de Ouais. route, Avec de exactement. l'adhérence en virage. C'est ce qu'on avait à l'effet de sol puis tout ça. Et tu m'avais Ouais. dit, par exemple, ils vont tellement vite en virage, si ça l'incite les pilotes à tenter plus de dépassements, prendre plus de risques ou même moins de risques, on peut dire, comme Alonso disait, à 260, ça prend beaucoup de talent, il faut être très précis. Donc, c'est pas tout le monde qui était peut-être assez fou de mettre sa voiture 2 de large à 260 dans un virage. Si maintenant on les fait à 200, on va peut-être être 2 de large, on va peut-être être même 3 de large. Puis à ce moment-là, personne à la télévision va dire ben, il était à 60 km/h moins vite. On va juste se rappeler qu'il était 3 de large puis qu'il y avait des tentatives de dépassement sans cesse. J'adhère totalement à ce que tu dis. Ben, c'est toi qui m'avais dit ça, c'est Mhm. pour ça que tu Non, as c'est ça. Non, je m'en souvenais pas. Mais je me C'est vendu rappelle, ta tu sais, bande. la course que les filles ont fait à Montréal l'année passée, là, Oui. c'était spectaculaire. Puis on le Mhm. savait que les voitures allaient moins vite que les Formule 1. Mais à la fin, il y avait des dépassements, tu sais, c'était sans arrêt. Ben, Ben, c'était un méchant bon spectacle. ben, c'est ça. Alors, oui, il faut garder le summum technologique qui est la F1, mais en même temps, il ne faut pas négliger l'aspect spectacle. Parce que si les voitures font juste se suivre sans arrêt, comme certaines courses l'année passée, ben, sur 24 Grands Prix, à un moment donné, il y a des gens qui vont se tanner. C'est ça. Si, Alors, si au premier Grand Prix, ils sortent de leur voiture exténués, tu sais, ah, toute la gang, t'as Alonso, ben Alonso, je suis pas sûr qu'il va avoir beaucoup de plaisir à sa première course, là, mais je veux dire, mettons les autres, là, OK? Allons, Leclerc, Norris, Russell, Verstappen, puis tout ça, puis ils se sont battus tout le long. Nous autres, à la maison, il n'y a plus personne qui va questionner. Dire, ah, ben, ils ont été obligés d'économiser. Ils pouvaient pas rouler aussi vite dans le virage 10-12. Sinon, ils avaient peur de manquer de vitesse au bout de la ligne droite. Nous autres, on s'en rendra pas compte de ça. Eux autres vont peut-être continuer de c'est ça. chialer, dire, t'es obligé de faire ça. Mais si le spectacle est là, on va être obligé de dire qu'ils ont réussi leur coup. S'il est pas là, on va faire patient. On va être patient, là.
premier Grand Prix, deuxième Grand Prix, troisième Grand Prix. Mais je pense que c'est ça qui peut venir sauver la saison. C'est si les courses sont plus intéressantes, on donnera plus autant d'attention à ces commentaires-là, aux gens qui sont pas vraiment contents du changement de technologie ou de l'évolution technologique, parce qu'on peut la mettre d'une façon ou de l'autre, là. C'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, là. Pour poursuivre dans la trajectoire technique, il y a des écuries qui ont attiré notre attention. En tout cas, je ne sais pas de votre côté, mais pour ma part, dans les évolutions ou les chemins qu'on décide de prendre, les trajectoires pour rester dans le concept, je regarde Audi. OK? Si on laisse faire la livrée, François, je sais que t'as fait Ouais, non, c'est correct. puis on regarde comment elle est séparée dans le milieu, puis tout ça. Oui, c'est dérangeant. Mais je regarde, on emmène le concept du zéro ponton, qui avait été présenté par Mercedes. Peut-être qu'on veut piquer un peu l'orgueil de Mercedes, et ben nous, on va le faire fonctionner. Red Bull avait trouvé une certaine façon de faire quelque chose avec ça. Donc, Audi a récupéré ça, l'a emmené sur sa voiture au début des essais, au début de la première semaine à Bahreïn. Ensuite, moi, j'ai commencé à regarder le système d'actuateur. Parce que ça, c'est impressionnant parce qu'on le découvre à toutes les fois qu'on regarde des essais. C'est nouveau. Faire bouger l'aileron arrière, le système de DRS, ben ça, les gens, on est habitués avec ça depuis longtemps en Formule 1. Mais faire bouger l'aileron avant, ben ça, c'est nouveau. On n'avait pas vu ça. Pour les gens qui se demandent c'est quoi, ben c'est le nouveau mode ligne droite. Donc, les pilotes peuvent activer ou retirer l'appui aérodynamique qu'on n'a pas besoin. On a seulement besoin que ça en virage. Comme je donne souvent l'exemple, c'est un peu comme essayer de courir avec un parachute. C'est pas bien ou avec un parapluie ouvert derrière nous. Pas bien brillant, on l'a pas de besoin. Sauf que si tu sautes en bas d'un avion, le parachute, tu l'as besoin parce qu'il va te ralentir. Ben, c'est pareil, les ailerons, on les a besoin en virage parce que c'est ce qui va venir mettre du poids sur la voiture et nous donner de l'adhérence pour être capable justement de prendre des virages à grande vitesse. Mais ça, on le dit maintenant, dans la nouvelle génération, en ligne droite, les pilotes appuient sur un bouton, on enlève cet appui non nécessaire là, puis on est capable d'atteindre les plus grandes vitesses. Audi, le système d'actuateur à l'avant. Tout le monde décide d'avoir un mécanisme au milieu qui fait redescendre les ailerons. Audi décide d'en mettre deux. On en met un de chaque côté. Pourquoi on a fait ça? Je ne le sais pas. Si on a un problème avec un actuateur, est-ce qu'on se dit, ben, au moins, on va être capable d'encore faire fonctionner, d'ouvrir l'aileron à moitié? Est-ce que c'est une façon de se protéger? Est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? On est les seuls à avoir pensé à ça. Je trouve ça quand même le fun. Le son du moteur. L'avez-vous entendu, le son du Audi? Très particulier là. Par rapport aux autres, là, ils se démarquent beaucoup plus bruyants. Ça ne veut pas dire que parce que ça fait du bruit, ça va plus vite. Là. Les gens qui ont des mufflers après leur Civic, peut-être que Marc-Antoine Garand en est un, ont compris ça. Avait. Oui, il l'a déjà vendu, d'après moi, les choses. Mais quand même, je trouve ça le fun, autant que faut faire attention dans la comparaison avec Cadillac, j'ai entendu du monde le faire. C'est pas une si nouvelle écurie que ça, Audi. On a encore notre usine en Suisse qui appartenait à Sauber. Oui, on joue le rôle du motoriste, par exemple, ce qu'on fait pas du côté de Cadillac. On a un nouveau moteur, puis on ne gêne pas. On est très agressif sur les évolutions. Je sais pas si vous avez remarqué ça de votre côté, Audi. Je sais que Ferrari a volé le spectacle dans les dernières journées, mais les petites subtilités qu'on a réussi à emmener, je trouve ça le fun de la part de Mattia Binotto et de la part de toute l'équipe technique d'Audi. Ton côté, François, je sais que tu n'aimes pas la livrée, mais as-tu remarqué qu'on poussait un peu le crayon, là, puis on n'avait pas peur d'essayer des choses, hein? Oui, ben, il y a beaucoup de choses sous la Audi qui ont comme changé de Barcelone versus Bahreïn. Oui, Et je trouve ça encourageant parce que oui, on essaie des choses. Et que tu parlais, mettons, de l'aileron avant, il y a peut-être aussi ces deux petits systèmes-là, au lieu d'un seul, ont peut-être on va dire, une incidence aérodynamique oui, là-dedans. Tu sais, je regarde aller, là, je trouve ça très beau en plus. À l'auto, elle est agressive sur le look. oui. Donc j'aime ça ce que Audi fait. Et puis, non, c'est pas une écurie de. Tu sais, on a vu l'année dernière que ces gens-là aussi s'amélioraient en cours de saison. Donc, on est sur la même pente, là. Ils ont juste. C'est un changement de nom, mais ça reste que l'équipe derrière qui était avec Sauber l'année dernière, c'était que Sauber, bien, il faisait du bon travail jusqu'en fin de saison. Donc, je suis content de voir ce look agressif-là, puis de voir des idées un peu champ gauche, là. C'est peut-être eux autres, finalement, qui vont arriver avec le concept que d'autres vont copier ultimement. Donc, c'est vraiment bien. Ton côté, Simon, est-ce que c'est Audi qui a attiré ton attention? Si j'écarte Ferrari là, de l'équation, on va en venir dans vraiment pas long. C'est mon prochain sujet parce que je l'ai dit, on a volé le spectacle, mais leur côté agressif, comme je l'ai dit, pas une première saison, mais quand même, on veut frapper un grand coup. On s'est fixé des objectifs, puis je trouve qu'on n'est pas juste là pour montrer le logo de la marque. On veut aussi montrer que quand on participe à ce genre de championnat-là, puis François est familier avec ça, Audi, peu importe où ce qu'on passe, on laisse notre Mhm. marque normalement, là.
Ah ben c'est ça, je sens le même esprit Audi là, quand ils participent à une série, là, habituellement, ils sont là pour gagner. Et je sens qu'on est là aussi. Puis moi, j'ai toujours aimé le Mattia Binotto. Puis peut-être que là, comme il sera plus pris avec les stratégistes de Ferrari, peut-être que finalement, on va pouvoir voir un Mattia Binotto à sa pleine valeur. Donc, je le souhaite. Et ce que tu dis, ça va dans cette ligne-là. Puis évidemment, j'ai pas pu voir là, ce qui s'est passé à Barcelone, mais moi, j'ai lu que quand la voiture a pris la piste à Barcelone et celle qui roulait vendredi dernier à Bahreïn, c'était Complètement celle qui avait différent. le plus Ouais. évolué. C'est Ouais. ça. Exactement. Donc, tu vois qu'on n'est pas là juste pour dire, on va faire de la figuration, comme tu disais, ou essayer de ramasser des points par-ci, par-là. On veut gagner en performance, puis on a des gens sérieux à la tête de l'équipe. Effectivement, Audi aussi, oublions-le pas, là, est en compétition avec Mercedes. Donc, tu sais, on ne Oui. peut pas se permettre d'être derrière trop longtemps, là. Ben, on a Les peut-être un deux, petit les deux grandes marques allemandes. On a peut-être un petit déficit côté moteur, on l'a vu en vitesse de pointe, sauf qu'on a réussi à faire des bons temps. Quand je dis des bons temps, c'est qu'on Ben oui. réussissait à venir dans le top 10, quand même régulièrement, que ce soit du côté de Bortoleto que du côté d'Hülkenberg. On réussissait quand même à faire de belles choses. Est-ce qu'on va les voir être dans le top 10 en Australie? Peut-être que non, sauf qu'on part avec quelque chose, on a des évolutions, on a des aides. Puis tu le disais, la voiture de Barcelone à Bahreïn, changement complet. Puis c'est pas qu'on a copié ce qu'on a vu, là. On n'a pas dit, bon, on est allé à la première danse, on a pris un peu comment tout le monde s'habillait, puis on s'est habillé un peu pareil la fois d'après. C'est pas ça qu'on a fait, là. On a apporté nos propres évolutions techniques. Ça veut dire qu'on pense à part, puis on a confiance en ce qu'on peut trouver, puis on essaie des solutions, puis moi, je trouve ça le fun. Puis la voiture, elle est très distinctive, là. Si on la regarde, si vraiment là, on est capable de la reconnaître. Si on change la couleur dessus, puis on fait juste toutes les mettre noires, mais je serais capable de dire ça, c'est la Audi parce que vraiment, on peut vraiment voir les différences par rapport aux autres. Si on parle de différence par rapport aux autres, ben Ferrari. Hmm. Ben, écoute, je suis tellement content pour les tifosi. Ça fait tellement longtemps qu'on attend que Ferrari fasse quelque chose, puis qu'on nous a dit qu'en 2025, on a jeté tout de suite la serviette. On s'est dit, ben, nous autres, on se concentre sur 2026. Fait que si on était arrivé avec rien en début de saison, ça serait un peu alarmant de dire, ben là, vous étiez premiers à dire, ah, c'était trop compliqué 2025, puis vous n'avez pas pensé à rien. Mais on n'a pas juste pensé, on est révolutionnaire d'une certaine façon, même s'il y a des technologies qui ont déjà été vues ailleurs. Mais je prends pour acquis, pour exemple, plutôt l'aileron qui tourne 180 degrés en arrière. Donc, Mhm. même principe d'actuateur, je le dis, Audi ouvre à deux actuateurs sur l'aileron avant. Ben, Ferrari, nous, c'est sur l'aileron arrière qu'on s'est penché. On a dit, ben oui, un DRS, on fait ça depuis plusieurs années, sauf que là, on peut le faire ouvrir comme on veut, en restant dans certains restrictions qu'on a. Mais nous, on a dit, il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas le faire tourner à 180 degrés. Venir aider notre, notre façon de libérer la pluie, mais aussi venir aussi créer un trou qui va venir mieux fonctionner avec l'arrière de la voiture, le concept qu'on est en train d'élaborer. Puis le concept part là, de ce qui a retenu l'attention en premier, c'est autour du tuyau d'échappement à l'arrière, là, qu'on a décidé de faire un genre de diffuseur ou un genre d'aileron qu'on peut trouver à l'arrière de ça, parce que oui, à ces vitesses-là, un petit embout, là, le petit embout à l'extérieur qui sort là, de l'échappement, puis on est capable de générer un appui aérodynamique avec ça. Vous vous rappelez, les gars, peut-être que Red Bull le faisait dans le temps, là, dans 2010-2013, on avait trouvé le moyen de faire sortir l'embout à l'arrière. Puis là, après ça, on avait un règlement qui disait par la FIA, ben, vous ne pouvez pas dépasser de plus que ça, une dimension qu'on ne pouvait pas dépasser. Puis du côté de Red Bull, on avait trouvé on avait mis un angle dans la sortie du tuyau d'échappement pour être capable de l'avoir plus long que les autres, puis d'être capable de générer de la pluie avec ça. Puis en plus, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait l'air chaud qui sortait à l'arrière, puis on l'envoyait vers notre aileron. Fait qu'on était capable de venir générer de la pluie avec ça ou de mieux évacuer l'air qui passe en dessous de la voiture. Puis là, tu crées un plus gros courant, tu tires plus d'air. Donc à ce moment-là, tu génères plus d'appui, puis tu viens aussi enlever l'effet de friction. Donc tout ça, la raison pourquoi on voit le retour, qu'on joue avec la chaleur qui sort des tuyaux d'échappement, c'est qu'on a enlevé le MGUH cette année en Formule 1. Donc c'est la récupération de chaleur là, qu'on avait pour générer de l'énergie avec notre batterie, bien, c'était un mécanisme qui était hyper sophistiqué, hyper complexe, qui causait des problèmes, qui étaient très coûteux aussi. Si on l'a enlevé. Donc là, on a cette chaleur-là qui sort des tuyaux d'échappement, puis on est capable de jouer avec ça, de dire où est-ce qu'on va l'enligner. Parce qu'en Formule 1, lorsqu'on est capable de contrôler une réaction, bien, on est capable de prévoir, donc on est capable de s'ajuster. Donc, si on est capable de créer quelque chose de prévisible, on est capable de mieux le contrôler. C'est ce qu'on voyait
McLaren, l'année dernière, était capable de contrôler la température dans ses jantes à l'arrière, plus précisément. Puis à ce moment-là, ben, on était capable de prévoir la réaction des pneus, comment les préparer en qualification, comment les préparer en course, comment les ménager. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, de dire, on va contrôler de où ce que notre chaleur va sortir, on sait exactement où ce qu'on l'envoie, on sait comment qu'on vient s'en débarrasser. Donc, on est capable de mieux gérer l'appui aérodynamique en arrière de la voiture parce que ça, c'est ce qu'on a perdu beaucoup dans la nouvelle technologie, là. Beaucoup moins d'appui à l'arrière des voitures. Vous allez les voir glisser beaucoup en début de saison. C'est ce qu'on essaie de compenser du côté des écuries, de comment on est capable de ramener de l'appui pour contrôler l'arrière, la rendre moins imprévisible. Ton côté, lorsque tu regardes Ferrari depuis le début de la saison, est-ce que tu trouves ça encourageant de ton côté, Simon, ou tu penses qu'il y a trop d'autres écuries qui jouent encore de la comédie, puis Ferrari va finir par retrouver sa place un peu qu'on en avait l'année dernière? Non, je trouve ça très encourageant. Je pense que Ferrari peut même gagner des grands prix. Je suis pas prêt à dire qu'il va aller se mesurer à l'écurie qui va gagner le championnat du monde, puis je vous la nommerai plus tard dans l'épisode. Mais je pense qu'ils vont être capables de remporter des courses puis d'être un joueur pertinent là, dans plusieurs grands prix. Alors, c'est déjà une grosse avancée par rapport à l'année dernière, puis ça vient un peu légitimer la décision de faire un trait là, sur la saison 2025. Pour ce qui est de l'aileron, tu sais, ce qui est le fun, c'est que là, si les autres écuries décident, oh, OK, tu sais, c'est une bonne idée, essayons de copier ça, ça s'ajuste peut-être moins, justement, à l'arrière de la voiture qu'elles ont construite. Donc, ça prend plusieurs semaines avant de pouvoir un petit peu remodeler l'arrière de ta voiture pour pouvoir profiter de cet écoulement d'air-là ou pouvoir maximiser, en tout cas, les performances que tu vas chercher. Donc, ça, c'est un bon avantage pour Ferrari. En même temps, je me suis demandé un peu si c'est pas, entre guillemets, un dummy. Tu sais, essaies d'envoyer tes adversaires sur une piste un peu champ gauche là, pour qu'ils perdent du temps, des énergies là-dessus pendant que toi, tu le sais, tu l'as déjà essayé. Tu sais que ça fonctionne pas vraiment, mais tu sais, pendant que les gens travaillent là-dessus, ils travaillent pas sur d'autres choses. Donc, tu sais, ça peut être ça aussi. Parce que moi, l'aileron, le 180 degrés, je peux te dire, je l'ai regardé longtemps pour essayer de comprendre le bénéfice. Même moi, je voyais des désavantages. Je me disais, le haut, mais ça semble que ça va créer plus de... dépasse, hein? Ouais, Plus de traîner, ouais. C'est ça. Ouais. Il me semble que c'est pas l'idéal. Puis là, mais on dit, ouais, c'est parce qu'on est capable de comme envoyer notre air par le haut, puis on vient mettre de l'appui sur le... On vient mettre une charge sur le taux plutôt qu'une friction, plutôt qu'une traînée. En tout cas, bon. Ben, je suis pas, comme je te dis, moi aussi avec toi, je trouve pas que ces premiers coups d'œil ont fait, ah, ben oui, ça fonctionne. Par contre, ce qu'on a mis autour du tuyau d'échappement, ça, si les autres écuries veulent copier ça, je pense que ça a déjà été prouvé qu'il y a des gains à faire avec ça. Red Bull l'a déjà fait. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a avancé le différentiel pour avoir cet espace-là, justement, pour pas enfreindre le règlement sur la longueur totale, ce qu'on pouvait sortir. Donc, ça, pour venir rattraper cette évolution technique-là, c'est pratiquement impossible ou ça va prendre des semaines et des semaines et des semaines parce que là, il faut refaire la configuration à peu près toute l'arrière de la voiture. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver des solutions plus rapides, mais il faut quand même bouger un différentiel, il faut aller gagner là, cet espace-là que les autres n'ont pas si on n'a pas déjà pensé à ça. Donc ça, chapeau à Ferrari de l'avoir pensé, de l'avoir amené là, parce qu'on se dit, bon, on peut bien l'essayer puis le montrer à tout le monde parce que personne ne peut le copier si rapidement. Ton côté, fait longtemps qu'on n'a pas vu, ton côté, François, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ferrari nous sortir des petits lapins de notre chapeau comme ça, qui sont légales, parce que ça a déjà été prouvé, là, qui sont légales en plus, parce qu'on a déjà vu, déjà vu des petits lapins, là, mais genre, finalement, c'était pas bon. On pouvait pas faire ça. Mais finalement, c'est des belles évolutions qu'on présente au circuit, puis on le voit, là, ça répond sur les temps aussi, là. Oui, ben, moi, je trouve ça impressionnant de la part de Ferrari, puis j'étais content de voir ça, de l'innovation, le fait qu'ils ont pris le livre des règlements, qu'ils ont réussi à l'interpréter et à sortir des petits dispositifs champ gauche comme ça, et que personne d'autre aussi l'ait vu. Justement, un gars comme Adrian Newey, c'est sa spécialité, voir les règlements, puis essayer d'aller les exploiter au maximum. Donc, le petit aileron en arrière pas celui qui vire à 180 degrés, mais le plus petit en arrière du diffuseur. Ça, je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a vraiment un gain. Comme tu disais, celui qui vire à 180 degrés, ben moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça wow. Ça, c'est la F1 à son meilleur. Ça fait très futuriste. Maintenant, qu'est-ce que ça va apporter? Ben, on l'évoquait tantôt. Moi aussi, j'avais l'impression qu'il y aurait plus de traînées reliées à ça. Et l'autre souci que j'avais, c'est que je le vois, je trouve ça le fun, mais là, je me dis en même temps, on dirait juste une bébelle qui attend juste de briser. Oui. J'ai l'impression que ça va
j'ai pas l'impression que ce dispositif-là, s'il fonctionne, En Arabie Saoudite, là, à ouais, 3,49, là. va perdurer dans le temps. Ouais. Est-ce que ça va survivre à un Grand Prix au complet? J'ai un doute. Et qu'arrivera-t-il euh, au moment où au moment où ça va flancher. Mhm. Parce que je me rappelle aussi que j'avais vu dans les essais, c'était à Barcelone, Ferrari, en mode, mettons, virage ou mode de ligne droite, les ailerons n'ouvraient pas en même temps. Puis, j'étais pas sûr si, je pense que c'était pas voulu, là. Non, ça Donc, n'a pas voulu. La c'est ça, synchronisation, oui. c'est ça. Fait que, il peut y avoir des ratés avec ça. Là, maintenant, le meilleur tour qui a été fait par Ferrari n'avait pas ce dispositif. Mhm. Donc, peut-être qu'on l'a juste vu là et qu'on ne le reverra jamais. Mais j'ai bien hâte de voir si on va le revoir justement. Puis peut-être que ça. Écoute, on a peut-être quelque chose ici, là. Donc, Parce j'ai qu'on trouvé ça super intéressant. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit des écuries qui font comme descendre la partie au complet. Il y en a qui la montent au complet. Donc, on a plusieurs, en tout cas. Vous allez dire que j'avais du Alors, temps il y à a perdre, beaucoup mais de bonnes idées là, à qui peu ont près été juste mises regardé ça dans la dernière ouais. semaine. OK, lui, ça bouge de même. L'autre, ça bouge comme ça. Pourquoi lui, il bouge comme... En tout cas, il y avait des façons à regarder. Une chose qui suscite beaucoup de questions, puis il y en a beaucoup qui se demandent comment ils font ça, puis pourquoi ils font ça, puis ce qu'ils font vraiment, puis ce qu'ils font... Ils vont continuer à le faire? Ben, c'est Mercedes avec leur moteur. On vous en a parlé dans notre épisode entre deux saisons. Ben, ça continue, là, c'est le sujet de l'heure. Vous avez Ah peut-être oui. lu aussi l'article, la chronique de Simon qui était excellente aussi sur Ouais. notre Facebook là-dessus sur le dossier. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que c'est la compression. La compression doit être contrôlée à 16,1 de ratio. Ça, on a mal écrit notre règlement du côté de la FIA. On a dit, on va prendre la température, on va prendre le ratio à température ambiante et ça doit être 16,1. On a quand même ajouté une ligne qui dit, ceci doit être maintenu en tout temps lors de la compétition, sauf qu'on dit, on va juste le surveiller au début. Mercedes, fin renard comme on est, on a décidé d'ajuster, de dire, ben avec les métaux qu'on utilise, le métal va prendre une expansion avec la chaleur. Avec l'expansion, ben, ça va ouvrir l'espace pour qu'on puisse aller chercher un ratio de 18,1 lorsqu'on est en mouvement. Donc, on n'est pas statique. Puis normalement, les performances d'un moteur, c'est pas arrêté qu'on les veut, c'est à chaud lorsqu'on performe. Donc, on a très bien vu du côté de Mercedes, sauf que du côté de la FIA, on veut ajuster le tir, mais on a une patate chaude. Comment qu'on le fait? Simon vous l'expliquait dans sa chronique, énormément de clients Mercedes sur la grille. Donc, on peut Mhm. affecter pas juste une écurie, on peut en affecter plusieurs. Moi, pour ma part, j'en ai parlé avec Simon. Si ça avait été Audi, d'après moi, la décision avait été prise depuis longtemps. On aurait dit change ton moteur, puis c'est juste parce que ça affecte seulement une écurie plutôt. Mais le fait qu'on en affecte plus qu'une, ben là, on discute, on doit prendre des ententes. Et c'est ce qu'on va faire. On a demandé un vote, dans le fond, un vote qui va être pris par le Power Unit Advisory Committee, ou le PWAC, si vous préférez. Mais je sais pas J'adore qu'est-ce qui ça. est mieux, hein? Le En tout cas, PWAC. Moi, je le vote le PWAC. PWAC. Le PWAC va voter, c'est Mercedes, Red Bull Ford, Ferrari, Audi et Honda. On se doute déjà que Audi va prendre position contre Mercedes, Ferrari va prendre position aussi contre Mercedes, Honda. Donc, on est déjà rendu à 3 votes. On a besoin du quatrième. Et le quatrième, c'est là qu'on on va être capable de savoir est-ce que Red Bull le fait aussi ou le fait pas. Donc, si on remporte ce vote-là, on va pouvoir dire que probablement que Red Bull ne le fait pas, donc on n'a rien à se reprocher, ça ne nous dérange pas. Puis de l'autre côté, ben, on va être capable de savoir. Par exemple, ça prend aussi la FIA va voter aussi, va se prononcer, puisqu'on propose le vote. J'imagine qu'on s'est déjà un peu commis à notre position qu'on comprend. Mais il y a aussi le Formula One Management. Ça, le Formula One Management, c'est tous les écuries qui ont un vote là-dedans. Donc, à ce moment-là, on peut se douter que Williams n'ira pas à l'encontre de Mercedes, McLaren, Alpine, nouveau client Mercedes cette année, puis l'écurie Mercedes AMG. Donc, on sait automatiquement qu'on a 4 écuries sur la grille qui vont probablement décider que nous autres, on n'a aucun problème avec ça. Puis après ça, ben, tu as Red Bull puis Racing Bulls aussi qui vont mettre des pressions à la Formula One Management, dépendamment quelle position on prend sur ce dossier-là. J'ai envie de vous demander, là, puis pour répondre à la question rapidement, Francis Archambault plutôt, nous demande si on peut juste démontrer que le ratio, lorsqu'on est à température ambiante, là,
comment qu'on a fait pour le savoir du côté de la FIA que Mercedes ne respecte pas le règlement? Je trouvais que la question se pose, mais c'est à cause qu'il y a Ouais. tellement de changements d'employés pendant les saisons mortes que là, il y a du monde qui sont partis de chez Mercedes pour aller travailler dans d'autres écuries qui ont vendu la mèche. Puis là, à ce moment-là, bon, on remplit des plaintes à la FIA pour dire, ah, regarde, ils font ça, on a des preuves, tout ça. Donc, c'est un peu comme ça là, que cette information-là a découlé. Ton côté, Simon, je sais que tu suis le dossier de près. Tu t'attends à quoi là, au cours des prochains jours? Puis la décision qui va être prise, on va donner jusqu'au 1er août pour ajuster le tir. Donc, demander à Mercedes de tout reprendre les moteurs qui ont été livrés, mais qui sont des remplacements, parce qu'on va laisser ces moteurs-là qui fonctionnent jusqu'au mois d'août, ils vont être légaux. Puis si on décide le reste est plus illégal, ben là, on va avoir jusqu'au 1er août du côté de Mercedes HPP pour tout remplacer ces unités-là et les rendre conformes au règlement. Tu penses qu'on va décider d'aller de quel côté versus cette décision-là? Puis c'est quoi l'impact que ça va avoir aussi sur le sport, là, un peu tout ça? Là? Je pense qu'on va y aller pour ce compromis-là, pour laisser 13 courses à Mercedes pour ajuster le tir puis se conformer au règlement entièrement, puis pas juste à ce qui est écrit, mais aussi à l'esprit du règlement. C'est un compromis. Tu sais, Red Bull a dit, moi, je suis pas pour, pas contre, je veux juste savoir à quoi m'en tenir. Mais par son vote, on va quand même savoir. Ben oui. Parce que dans les dernières semaines, on avait comme compris que ils le font aussi, mais ils n'en tirent pas un immense gain. Puis c'est comme s'ils se disaient, je vais gagner plus si j'ennuie Mercedes, puis je leur enlève des chevaux vapeur que ce que moi je gagne avec mon moteur en faisant ça. Mhm. Alors, le vote va effectivement nous dire où est-ce qu'il se situe. Puis je pense qu'ils vont décider d'enlever un avantage à une écurie qui pourrait bien dominer la saison. Alors, tu sais, chez Mercedes, on pourrait, ça dépend comment on va prendre les choses, mais on pourrait se dire, on a 13 courses pour aller chercher vraiment le maximum de points parce qu'après, on ne sait pas vraiment si on va être aussi performant que ça. Ou bien, puis peut-être bien qu'on va se rendre compte que finalement, c'était beaucoup de bruit pour rien. Comme par exemple l'année passée avec McLaren. Là, je me souviens plus c'était quoi exactement Les l'enjeu, mais ailerons, je me souviens de Rob Marshall qui avait dit, ouais. garde, ça ne nous dérange même pas finalement. Les C'était ailerons quoi donc? flexibles. Les ailerons C'est flexibles. ça. On vérifiait, encore là, on n'apprend pas de nos erreurs du côté de la FIA. On avait dit dans le règlement, la flexibilité des ailerons va être vérifiée de façon statique. Là, on s'est rendu compte que, ouais, mais en mouvement, on était capable d'aller chercher une plus grande C'est flexibilité. toujours ça. Ben Puis là, oui. on se fait avoir. Puis là, ça a été le bordel l'année passée. On a dit, OK, mais jusqu'à Imola, c'est légal. Après Imola, on va rentrer un nouveau système de caméra. Puis là, si vous venez contre le règlement initial qui avait été écrit, ben là, on va vous disqualifier. Fait qu'utilisez plus ces ailerons-là. Là, c'est la même chose. On a encore été se prononcer sur comment on va vous pogner. On va vous pogner de façon statique. Quelqu'un contourner le règlement. Encore, l'histoire se répète. Là, on dit, ben là, on va vous laisser. Ça va être illégal, mais à partir du 1er août. 13 courses, là. Je suis sûr qu'il y Ouais. a des auditeurs qui nous écoutent. François, vas-y, c'est beaucoup, 13 courses, là. Ben, Oui. Tu c'est sauveras parce pas ton que, championnat avec ça, là. non, ben, si, Ah, si, exemple, ils ont vraiment un avantage euh, significatif, on va dire, avec ce dispositif-là, ben, pas dispositif, mais ces matériaux-là qui leur permettent mhm. d'avoir ça. 13 courses, imagine-toi qu'ils en gagnent une bonne majorité de ça. Ben, après ça, s'ils gagnent le championnat, ouais, mais on sait bien, il y a 13 courses que leur moteur était Ouais. plus fort que les autres et était, on va dire, je vais faire mes guillemets, ils arrivent illégal, s'il l'est, là. Donc, tu sais, c'est un peu tannant. Puis dans l'article que Simon a fait, que j'ai trouvé excellent d'ailleurs, Simon, là, chapeau. Merci, Moi, merci. c'est ça. Moi, j'avais répondu. On t'avait posé la question un petit peu plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas d'accord. Moi, si ça respecte le règlement et qu'ils ont fait un meilleur travail que les autres, moi, je veux que ces gens-là qui ont fait des meilleurs devoirs, un meilleur travail, euh, puissent récolter les fruits de leur labeur. Par contre, si ça ne respecte pas le règlement, et mettons que ça serait le cas, là, parce qu'ils disent qu'il faut qu'il soit en tout temps lors de la compétition Ouais. conforme, ben, si à chaud, il ne l'est pas, mais qu'à froid, lorsqu'il est mesuré, il l'est, ben là, ben, c'est sûr, c'est à la FIA d'être capable de le démontrer. Ça me faisait penser là, à l'histoire de Ferrari là, avec leur, Oui. on va dire leur Leur sensor, là, carburant, là. leur carburant. Donc, à chaque fois qu'il était évalué, ben, il était à la bonne quantité, mais moi, je voyais une petite vague aller, là. On voit la vague aller, puis il en injectait plus, puis il y avait pas de fumée sans feu. Pourquoi il y avait un surplus de carburant au départ? Pourquoi il se rajouterait du poids? Ben, c'est Ouais. parce qu'il en injectait davantage. Donc, c'est à la FIA quand même de pouvoir être capable de mesurer ça de façon diligente. Mais évidemment, s'il y a 13 courses qui passent et que ce moteur-là est surperformant par rapport aux autres à cause d'une technicalité qui n'est pas légale, eh bien, ça risque de faire un tollé.
Puis le pire Mais c'est que le scénario... règlement va changer en milieu de saison, donc je pense pas qu'on va pouvoir dire que c'est illégal. C'est juste que la FIA OK. dit, tu sais, on n'est pas capable de le mesurer actuellement. Ouais, Mhm. Ou, mais par contre, à partir de telle date, on va le mesurer. c'est Alors, ça. si on Là, vous prend en Pourquoi ils défaut, sont pas là, à ce capables de le moment-là, mesurer? ben, Moi, c'est ce qui parce me que fait s'ils capoter, l'ont pas écrit dans le règlement, c'est ça qui est compliqué. Je pense pas qu'on a la méthode. Là, on dit on va le faire à 100 quelques degrés, 130 degrés de mémoire 130, ouais. Celsius. On va le faire à 130. Puis là, on trouve la nouvelle méthode. Mais c'est une patate chaude. Parce que dans le fond, on peut pas disqualifier Mercedes avant que la saison commence non plus. Tu sais, il y a des gens qui prennent des grandes décisions, dire ben là, ils devraient dire tant que vous n'avez pas un moteur conforme, vous pouvez pas participer. Ben là, ça veut dire que toi, quasiment C'est la possible. moitié. Ouais, tout le monde veut avoir 11 écuries, ça grille, mais là, tu vas commencer l'année en disant que tu as quasiment la moitié qui peut pas sortir parce que, je le disais, le Williams, ça fonctionne pas. On a le moteur, McLaren, Alpine maintenant. Puis le pire scénario, c'est qu'en Australie, ça soit toutes les motorisés Mercedes. Je sais pas si on peut dire ouais, en tout cas, Ouais, les on peut. motorisés. J'ai l'impression que j'ai joué un Ça VR dans aigu, ma tête. là. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, que ça soit toutes les voitures propulsées par Mercedes, la meilleure façon de le dire, Ah bon, bien, bravo. soit les premiers sur la grille. Ça, c'est une catastrophe. Autre chose qu'on peut vérifier, bah, moi je trouve ça boiteux, mais je vous donne l'information quand même, que c'est 3/10 qu'on est capable d'aller chercher autour. C'est ce qu'on dit au départ, mais ils ont vraiment Ouais. atténué ça là, à mesure que. Là, Toto Ouais. est rendu à dire que c'est juste 3-4 chevaux vapeur, puis Mais il Toto, semble je me pas mal rappelle que. lâcher le morceau. Ouais. Puis en 2021, Toto, avec le plafond budgétaire, c'est Lewis qui disait avec 100 000, tu peux gagner une seconde. Ah C'est ouais, ça, non, ouais. ça, on avait bien ri de ça. Là. Ouais, avec C'est 100 juste 000, ça. avec Ça 100 dépend 000 sur à quoi tu F1. l'investis. Là. C'est ça. Pourquoi tu mets 500 millions, toi? Tu sais? Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, mais Martin, moi, j'ai une question, par exemple. Oui. Si Mercedes le sait, OK, puis que Mhm. t'as des divulgateurs là, qui ont levé le flag, on dit qu'ils ont levé le drapeau, ben, comment ils ont fait, eux autres, pour le savoir? Ils devaient avoir cette mesure-là à quelque part en télémétrie. Donc, pourquoi la FIA ne se base pas sur les mesures de chaque écurie? Est-ce que c'est secret à ce moment-là et ils n'ont pas le droit de le divulguer? Mais je pense qu'à cause que le règlement dit que la façon, le test, c'est à la température ambiante, OK. je pense Fait que qu'ils c'est n'ont pas juste à une... donner l'info, dans le fond. Parce que Ils peuvent pas réclamer l'info de l'écurie en tant que telle. Ça doit être fait selon le test par un, rapport au règlement. un Et non test pas faire. approuvé, un test OK. approuvé. C'est ça, on peut pas arriver à cachette avec le test. Moi, je trouve Pas ça avec un mandat niaiseux. d'amener le bonjour, je veux vérifier votre télémétrie. Tu sais, Non, on dirait qu'on peut pas le faire à cause du OK. règlement. Puis la raison, ce qui a vendu la mèche de ça, là, OK, pourquoi je vais dans ce sens-là, c'est pas personne qui me le dit, c'est que la FIA nous le dit entre parenthèses en disant un bon championnat de F1 se dispute sur la piste et non dans les cours légales, Ben puis tout ouais. ça, devant des avocats puis des juges. Fait que ça veut dire qu'on savait que si on prenait notre décision comme ça, puis on cognait le marteau, puis on disait vous changez vos moteurs, que probablement que Mercedes allait poursuivre la Formule 1 ou poursuivre la FIA, puis que là, on allait. Fait qu'on savait qu'il y a quelque chose que de notre côté, on n'a pas complètement patte blanche, parce que sinon, d'après Ouais. moi, on aurait tranché. C'est un Surtout peu que comme. Mercedes a dit tout le Ouais. long, tu sais, nous, là, nos moteurs, on les a construits en collaboration avec la FIA. Ça veut dire qu'avec plusieurs Homologué. étapes, Ouais. on est allé chercher des homologations, puis on a toujours des OK. Mhm. Bon. Si la FIA n'avait pas le moyen de constater qu'entre les mesures, on C'est ça. augmentait le taux de compression, ben là, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas dire non, mais ils ont quand même homologué. Donc, il y a des arguments légaux forts. Puis, il ne faut pas oublier que la FIA, tu sais, honnêtement, des fois, je me dis, devrait trouver des façons de mieux se financer. Ils n'ont pas beaucoup d'arbitres pour faire appliquer les règlements. On sait qu'ils ne payent même pas Ils se battent les contre gens une qui vont. armée. Une armée C'est ça. d'ingénieurs. C'est ça. Là, tu as des avocats de Ouais. Mercedes, tu as des. Voyons, là, c'est sûr qu'ils ne seront pas de taille, là. Non. Écoutez, on va en parler beaucoup de ça, puis je pense que tu avec raison. Les gens sont curieux, on en reçoit beaucoup de questions, puis c'est pas fini. On va suivre le vote de près pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je voulais en terminer un peu les évolutions techniques, ce qu'on a vu sur la piste. Il y en a qui ont bien performé, des écuries qui semblent en bonne posture. Ford, Red Bull, moi je trouve que présentement, on répond très bien, on va au-dessus des attentes. Moi, je m'attendais pas à quelque chose de catastrophique autant de ce qu'on entendait du côté de Ford, mais je m'attendais pas de les voir faire si bien que ça quand même. Là. Tu sais, je pense qu'on a vraiment le mieux que le départ espéré. Puis le fait que tantôt, tu touchais un peu le bobo, c'est Simon qui mentionnait, du côté de Red Bull, on dit ben, le compromis, si jamais on joue un peu nous autres aussi avec notre compression, le ratio, ben, on est prêt à céder ça parce que c'est pas ça qui fait la performance de notre moteur. Non, parce que ce qui fait la performance du moteur, là, où ce qu'on a de l'avance du côté de Red Bull Ford, c'est comment qu'on est capable de non seulement préserver de l'énergie, mais aussi l'injecter avec le moteur. C'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on est capable d'atteindre des vitesses 344 km/h. On l'a fait une fois, là. Verstappen a touché le mauvais bouton, là. Bon, il a dit, non, ça, Max, là, tu l'as fait une fois, mais remonte-les pas à personne, là. Mais
les yeux là, aiguisés, là, ont vu ça par le GPS, puis tout ça, puis c'est ça qui a fait vraiment peur là, que Toto, oui, il y a de la comédie là-dedans, il est sorti, il a dit ah ben c'est ça, c'est ici, c'est ça. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose que du côté de Red Bull, impressionnant, donc à surveiller du côté des moteurs. McLaren a bien répondu aussi. Si les gens veulent voir aussi technologie cette année qui va quand même être quelque chose à voir, à l'arrière de la roue avant, ok, de chaque côté. Je vous dis celle de McLaren parce que c'est la plus facile à identifier parce qu'ils ont mis leur logo dessus. Donc, c'était une espèce de petit gadget, un petit morceau de carrosserie qui sert à envoyer l'air. Normalement, ce qu'on fait avec ça, c'est que on veut envoyer l'air en dessous de la voiture. OK? Ce qu'on veut faire, c'est empêcher les écuries de l'envoyer sur le dessus, de prendre de l'aéro avec ça, mais aussi créer une espèce de turbulence pour les voitures en arrière. Donc, ça, c'est le premier morceau, pas le premier dans l'histoire de la F1, mais c'est le premier morceau du concept des voitures cette année où ce que toutes les écuries espèrent qu'il ne fonctionne pas. Parce que ce qu'on veut, nous autres, c'est prendre cet air-là qui sort de la roue, essayer de le faire fonctionner le plus possible pour se donner de l'appui ou tout simplement l'envoyer le plus haut possible pour l'envoyer à l'arrière de la voiture. Puis la voiture qui nous suit, ben, s'arrangera avec. Mais la F1 cette année a mis ce dispositif-là pour aider que les voitures se suivent de plus près. Mais chaque écurie va tenter de déjouer le règlement et de faire en sorte que la pièce performe le moins possible pour en tirer des avantages. Donc, je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Puis, une petite question en terminant, avant qu'on passe à nos derniers sujets. Là, on sait que c'est 1,31. Le record, le meilleur temps a été fait par Ferrari. On a eu des bons temps, Mercedes aussi. On a dominé quand même du côté Ferrari, Mercedes, McLaren a eu leur moment aussi. Mais qui a dominé les essais l'année dernière? Qui a fait le meilleur temps? Est-ce que vous en rappelez? Non. Hmm, Moi, non. personnellement, je m'en rappelle pas, mais Non, moi non plus. je vais dire Red Bull. C'est Carlos Sainz à bord d'une Williams. Oh, Oh, Le oh, deuxième était Lewis Hamilton avec une Ferrari. Donc, est-ce bon. qu'on peut vraiment s'emballer avec les temps qui ont été hmm, montrés dans les essais? c'est vrai. Je C'est vous vrai. Ça laisse, me revient maintenant, c'est vrai. ouais, je vous laisse Ouais. là-dessus que ça veut dire ce que ça veut dire. En terminant, j'avais deux derniers petits dossiers que je voulais toucher avec vous. Je voulais faire un petit concept, le fun. On le fait à chaque année. Ça a été les Olympiques, ça vient de se terminer. Ça s'est Mhm. pas terminé comme on voulait pour le Canada. Ah, Ça a été difficile ce matin. J'avais le goût de me prêter au jeu avec vous rapidement. Si vous étiez sélectionneur de la France, qui serait votre pilote que vous enverrez pour une compétition olympique en sport automobile? Esteban Ocon, Pierre Gasly ou Isaac Hadjar? Je commence avec toi, François. je vais y aller. L'année dernière, j'étais allé, je pense que j'avais répondu Pierre Gasly. Je vais y aller avec Isaac Hadjar cette année parce que Hadjar, j'ai remarqué que euh, il- j'ai confiance en lui. Je trouve il dégage lui-même une grosse confiance en ses moyens. Puis il a démontré qu'il était capable de grandes choses. Puis Mhm. tu sais, je le regarde dans son passé, puis j'ai vu un peu l'évolution qu'il a eu. Isaac Hadjar ne semble vraiment pas impressionné en ce moment, ou plutôt, comment dire, il est pas mal à l'aise dans la Red Bull, là, où ce Ouais. qui est là. Donc, j'aurais tendance à mettre mes pions sur lui parce que je pense que c'est un pilote versatile qui est capable de grandes choses. Ton côté, Simon, est-ce que tu es d'accord que le meilleur pilote pour représenter la France, si on se base en principe sur les pilotes de Formule 1, est-ce que c'est Hadjar? J'ai l'impression que tu vas dans le même côté. C'était quand même ta recrue de l'année dernière. Écoute, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'il va gagner son premier Grand Prix cette année. Mais s'il y avait une course à disputer, je pense que j'irais encore avec Esteban Ocon, d'autant Ah plus qu'il a eu des ouais? bons essais, là. OK. Ouais, il Ah, a pas Pierre tellement de Gasly? chiens, je trouve, il a pas peur de personne, ce gars-là. Il est toujours un faible pour lui, puis il est capable de te sortir des bonnes performances. Puis, tu sais, je trouve Gasly très bon aussi, là. Mais pour une course, là, tu sais, où tu dis je mise tout, là, Mhm. je pense qu'Ocon, la force de caractère, tu sais, Adjar est encore jeune, là, Ouais. ça s'en vient, mais Ocon, la force de caractère, je pense qu'elle est plus forte encore. Si tu Je sais avais que une, j'étonne, là, mais une course, écoute, j'aurais un faible pour Ocon. si t'avais une course à gagner pour l'Espagne, tu choisirais Carlos Sainz ou Fernando Alonso? Carlos Sainz. Ton Oh, côté, François? Alonso. Alonso, hein? Je Ah savais, ouais, toi, tu ouais, irais avec ça? Ah, ouais, l'intelligence de course de Carlos ouais. Sainz, attention. Oui, Je vais attention. vous envoyer une question sur la page bientôt que j'ai pensé l'autre jour, puis Alonso faisait partie des réponses. Vous allez aimer ça, c'est une Ben, question c'est que vous certain. Et puis, du côté de la Grande-Bretagne, maintenant 5 pilotes cette année avec l'ajout Oh. d'Arvid Mhm. Lindblad. On a Oliver Berman, Lewis Hamilton, George Russell ou Lando Norris. Je commence avec toi, celle-là, François. T'envoies qui, toi, pour représenter les Olympiques pour la Grande-Bretagne? J'avais mis Russell l'année dernière, je pense que je vais rester avec lui.
J'ai l'impression que, en tout cas, moi, ça change pas. Moi, j'y vais avec George Russell, même si Lando Norris a gagné un titre. De ton côté, Simon, est-ce que ça a changé? Parce que je sais que tu as quand même bien aimé la fin de saison de Lando Norris qui a capturé un titre, mais est-ce que George Russell en a assez fait pour toi pour même s'il n'y a pas le titre d'être le gars qui représente la Grande-Bretagne? All the way. Ouais, George hein? Russell all Ah the bon, way. c'est Ah bon, oui. ça. On est tous Puis, d'accord. j'ai l'impression que c'est peut-être la réponse à ta prochaine question. Je sais que j'ai pas demandé de nommer un pilote, mais je vais commencer avec toi, Simon. La question du jour par Sona Viking, que nos auditeurs peuvent se prononcer aussi. Commentaire Facebook, commentaire YouTube. Vous pouvez la trouver aussi si vous descendez un petit peu là, en bas là, de l'épisode sur Spotify. Vous pouvez trouver aussi la question sondage. Le champion du monde 2026 sera un pilote de l'écurie. Simon, Mercedes. Mercedes, je pense que j'étais Puis pas là, ben, loin, je viens de hein? donner la réponse parce que Antonelli est bien bon, là, mais rendu là, je suis pas sûr. Là. Ben, c'est pas une mauvaise réponse, hein. Sébastien Vettel a aussi choisi George Russell comme champion 2026. Mais OK. toi, t'as pas dit Russell encore. On va dire que t'as juste dit Mercedes pour OK. l'instant. Mais de ton côté, François? Écoute, j'hésitais entre deux, mais je vais faire différent. Moi, il va être de l'écurie Red Bull. Ah! Oh! Écoute, Oh François, là là. on commence à se connaître. Tu me connais Ouais. depuis assez longtemps. Puis tu sais Mhm. qu'est-ce que je dis souvent les vendredis. Ouais. Je Ouais. peux pas aller à l'encontre de Max Verstappen parce que je vais m'en vouloir. Mais la même affaire, j'y vais avec Red Bull. Puis la raison là, pourquoi j'y vais avec Red Bull, puis je vends le punch aussi parce que vous en doutez, j'aime bien Hadjar, mais ça sera pas lui le champion. En tout cas, je pense pas contre Max. Mais cette année, tu le dis, les pilotes vont être appelés à faire beaucoup de choses à l'intérieur des voitures. Ils vont avoir Exactement. plus d'erreurs. Donc, plus d'erreurs. Qui en fait le moins en F1, c'est Verstappen. Ouais. Ouais. Puis, Très versatile. s'il y a assez de vitesse de la part de son moteur, on l'a parlé avec Bingo. l'énergie et toutes ces choses-là, mais moins d'appui aérodynamique. Qui a fait ça toute la saison dernière? Moins d'appui, puis plus de vitesse en ligne droite, puis compense avec mon talent de pilotage en virage. Mais c'est Verstappen, il l'a fait Ben toute oui. la saison dernière. Puis si on dit, ben tout le monde va faire un petit peu plus d'erreurs cette année, Max, quand même, qui en fait 10% de plus, c'est encore moins que la moitié de la grille ou même la majorité de la grille. Donc, Mhm. pour moi, il part encore favori cette année. François, les gens peuvent te voir sur ta chaîne YouTube Gouletski Ben oui. faire de la course La saison de course est commencée, là. sur la GTCQ. On peut C'est rejoindre la aussi. GTRLQ tapez GTRLQ sur YouTube et puis vous trouverez les diffuseurs de nos courses, là. Ou Sinon, c'est des streams. FSR Team aussi, si vous les Ouais, suivez Team sur FSR. Facebook, vous allez avoir l'horaire aussi constamment. Donc, vous allez pouvoir voir la catégorie de François dans la division Pro Élite, bien sûr. Non, moi, c'est Elite, mon Élite, frère. excuse-moi, je suis en train de Ouais. t'enlever. Les jeudis, qui s'en vient, là. Puis de l'autre côté, Simon, les gens qui veulent lire ton livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque, puis les gens qui sont des fans rétro, d'anciennes courses. Je sais que François consomme ce genre de podcast-là. Ouais. Pour les gens qui comprennent l'anglais, là, c'est en version anglophone, Simon, tu as aussi un balado qui raconte des courses qui ont été marquantes dans l'histoire de la Formule 1. Donc, vous pouvez, là, c'est comme un livre audio. Les gens peuvent mettre leurs écouteurs au gym ou en train de prendre une marche ou même dans la voiture, ça s'écoute bien, puis revivre des moments marquants de la Formule 1 à travers tes yeux à toi, parce que c'est toi qui écris les textes qui sont véhiculés dans ces Oui. podcasts-là. Moi, effectivement, sur ma page, ma page web, là, www.ertaa.com, sinon sur Spotify, Race to Remember. Puis en passant, j'en écris aussi sur Substack. Vous pouvez me trouver. Parfait. Pour les gens qui aiment ça, revivre les Et meilleurs c'est moments. écrit en français et en anglais pour ceux qui veulent lire en français. Parfait. Puis les audios, ben ça, c'est en anglais, mais ça s'écoute très bien aussi. La personne parle bien. Donc, c'est pas. Je sais que il y a certaines personnes qui ont de la misère avec des fois l'anglais britannique, là, mais c'est un anglais américain-canadien, le C'est canado-américain. quelqu'un de Montréal, donc il parle anglais, un anglophone de Montréal. Donc, très facile à Jeremy comprendre. Zafran, que j'aime beaucoup, là, d'ailleurs. Parfait. Bon, ben, je vous remercie, les gars, encore une fois, d'avoir été là pour la première de la saison. Je sais qu'on va avoir énormément de plaisir encore une fois cette année. On a hâte que ça commence. Puis, il faut franchir petite étape après petite étape pour arriver là. Puis, aujourd'hui, ça en était une grosse parce que notre retour sur la pré-saison, mais c'est toujours le coup d'envoi. Donc, je vous souhaite une excellente saison 2026. J'ai hâte de découvrir ça avec vous.
C'est ce qui complète notre premier épisode de la saison 2026. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et bien sûr à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente saison.